Chers internautes, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette 42e édition d'Informatique News Hebdo, l'hebdo vidéo dédié aux professionnels de l'informatique et des télécoms. Et comme chaque semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, premier sujet qui a retenu votre attention cette semaine, du mouvement à la tête de Microsoft, à la fois au niveau mondial et au niveau de la filiale française. Absolument. Au niveau mondial, déjà pour commencer, Satya Nadella a envoyé un mail à tous les salariés pour les informer du départ de Kevin Turner, qui est jusqu'au 31 janvier le CEO, donc c'est en gros le directeur général numéro 2 de l'entreprise, et qui va rejoindre un fonds d'investissement qui s'appelle Citadel Securities, un fonds important, 1400 personnes, 25 milliards d'actifs, donc c'est quand même assez conséquent. Donc en fait, on s'attendait à ce que Kevin Turner parte un peu plus tôt, parce qu'il était chez Microsoft depuis 11 ans comme DG, et donc au départ de Steve Ballmer, il était certainement un prétendant à passer numéro 1, comme ça semble assez naturel. Donc ça lui était passé devant, et c'est Satya Nadella qui a pris le poste. Donc il part, donc lui c'est vraiment le commercial type, il venait de chez Walmart. Je crois qu'en particulier il s'occupait du Sam Club, donc c'est une espèce, c'est un peu en gros fouettement pour aller acheter en quantité. Donc c'est vraiment une activité très commerciale avec des promotions, etc. Et donc le passage de Walmart à Microsoft pour lui avait été sans doute un changement, un choc de culture, comme on dit. Puis la confrontation avec Satya Nadella, qui est quand même un profil plutôt technologique, Alors, peut-être pas forcément... Dans les dernières années, effectivement, avec Steve Ballmer, le courant devait sans doute mieux passer. Satya Nadella, c'était un peu différent. Donc, ça, c'est la première info. Et il se trouve qu'il ne va pas être remplacé. Donc, ça veut dire que finalement, nul n'est irremplaçable. En fait, son poste va être éparpillé sur 5 postes différents, dont en particulier Jean-Michel Courtois, qui était le patron de l'International et qui devient responsable des ventes et du marketing de Amérique du Nord, et qui passe au comité directeur. Donc c'est quand même important. On note d'ailleurs au passage qu'il y a eu beaucoup de Français qui ont eu une carrière assez prestigieuse chez Microsoft. Donc ça, c'est au niveau mondial, et Satya Nadella a expliqué que il allait avoir une réorganisation de Microsoft. On en reparlera peut-être dans un deuxième sujet. En gros, l'idée, c'est de donner un peu plus d'indépendance aux filiales, tout en gardant un support de classe mondiale, donc une sorte de nouvelle configuration. Ça, c'est au niveau mondial. Au niveau français, donc Alain Crozier, qui était le patron de Microsoft France depuis 4 ans, lui va partir en Asie pour prendre la responsabilité de la Greater China, donc c'est China et puis Taïwan, enfin c'est tout l'ensemble. Donc pour lui, évidemment, c'est une promotion. Et pour ce qui concerne Microsoft France, donc pour l'instant, le poste de PDG de Microsoft France est vacant. Il est occupé de manière temporaire par le patron des PME et des partenaires au niveau mondial. Donc en gros, c'est vraiment pendant quelques mois pour rechercher et trouver le bon candidat pour la filiale française. Sachant que, pour mémoire, Alain Crozier avait remplacé Eric Boustuller, qui était l'ancien, donc précédent patron de Microsoft France, qui lui est parti à l'Europe, responsabilité de l'Europe de l'Ouest. Donc en gros, chacun monte d'un cran et il faut trouver quelqu'un pour les remplacer. Donc pas mal de mouvements chez Microsoft. Toujours dans l'actualité de Microsoft, il y a eu le rachat de LinkedIn, donc, qui est quand même un élément important et qu'il va falloir intégrer à la fois en termes de produits et dans la stratégie, parce que c'est quand même deux mondes assez différents. Et puis il y a eu une annonce cette semaine aussi autour de Dynamics 365, donc c'est un peu le pendant de Office 365, c'est Dynamics en ligne, et en gros c'est la réunion de l'ERP et du SRM dans un même produit sur le cloud. Là, on va chercher directement Salesforce. Absolument, oui, c'est tout à fait. Et donc, si on revient sur Alain Crozier, je dirais que sa mission pendant les 4 ans, ça a été d'accompagner, certainement pas terminé, mais d'accompagner Microsoft vers le cloud, et donc de mettre tous les produits, en particulier Office, de les amener sur le cloud, ce qui n'est pas une mince affaire, on en reparlera. D'autant que, puisqu'on a un autre site qui s'appelle Channel News, on peut voir quand même qu'au travers du channel, de l'indirect, la vente de service cloud n'est pas forcément facile. Hein. Non seulement pas forcément facile, mais peut-être pas aussi lucrative que l'activité normale, traditionnelle. Alors on reste dans l'univers du logiciel et on parle d'un autre éditeur européen, cette fois-ci SAP, et une problématique que j'imagine les utilisateurs, ou en tout cas les décisionnaires en matière de projet SAP connaissent bien, la problématique de l'audit de licence,
qu'on retrouve d'ailleurs un chef d'éditeur, on parle d'Oracle notamment, et là il y a une association d'utilisateurs SAP qui prodigue quelques bons conseils, parce que c'est un exercice qui n'est pas forcément très simple. Qui n'est pas simple. Déjà, les logiciels SAP, c'est pas simple, et la gestion des licences, ça l'est pas beaucoup plus. Donc effectivement, c'est l'USF, donc l'association des utilisateurs SAP francophones, qui a créé en février dernier un groupe de travail autour de l'audit des licences logicielles, et qui vient de sortir, de pondre une petite note qui sera présentée à l'occasion de la réunion annuelle qui se tiendra à Nancy à l'automne prochain. Et donc Patrick Jay, donc elle est responsable de ce groupe de travail et qui a commenté la sortie de cette note, parle de pratiques commerciales largement contestables. Donc c'est vraiment, je veux dire, cette note, elle ne vient pas par hasard, elle s'inscrit, si on en juge par ce qui a été publié, par un sentiment de défiance vis-à-vis de SAP face à des pratiques commerciales, on va dire, assez agressives. Alors l'idée là, c'est en gros, enfin ça paraît assez simple, c'est des conseils de bon sens, mais finalement le bon sens parfois, ça fait pas de mal de le répéter, parce que apparemment face à un SAP qui a tendance à pousser, et là en particulier a tendance à pousser, en particulier ANA, on en a parlé à plusieurs reprises, sa plateforme ANA là, veut vraiment que ce soit une réussite, et donc veut que les utilisateurs passent à ANA. Ils n'ont peut-être pas tous envie de le faire. Donc cette note, elle est en 3 points, donc 3 conseils, en amont, pendant et après en aval. En amont, c'est être bien sûr que finalement, avant de se lancer dans une phase d'audit, d'avoir bien défini avec SAP, en gros, le contenu, la fréquence, le périmètre, et puis les métriques. Donc ça, c'est le premier point. Pendant l'audit, en gros, l'USF conseille de ne pas donner des informations au-delà de ce qui est nécessaire. Ce qui est demandé, voilà, c'est ça. En gros, on pourrait penser que dans le cadre d'un échange entre le fournisseur et l'utilisateur, il va y avoir un non. Non, l'idée là, c'est de faire attention, parce que malgré tout, le fournisseur a ses intérêts et l'utilisateur n'a peut-être pas tout à fait les mêmes. Et puis en aval, et là aussi, ça peut paraître évident. Enfin, c'est un peu comme l'eau chaude, mais c'est assez bizarre de demander en gros un compte-rendu de l'audit de licence. Donc vraiment, c'est une mise au point qui peut paraître un petit peu surprenant, mais qui, face à des éditeurs dont les pratiques, alors vous avez cité Oracle tout à l'heure, je pense que Oracle est à peu près dans la même veine que SAP, face à des pratiques qui sont, on va dire, on l'a déjà dit, pour le moins un petit peu agressives, il faut que l'utilisateur adopte des bonnes pratiques et finalement soit bien préparé à cet échange qui peut être fructueux, hein, évidemment, qui peut faire que la gestion des licences se passe au mieux, mais en tout cas, c'est une mise en garde qui est à la fois surprenante, mais qui est aussi de bonne aloi. Très bien. Alors, autre sujet, on parlait de cloud, on parlait de Microsoft il y a quelques minutes. On revient sur le cloud, mais cloud français. Alors, on ne parle pas de cloud souverain, mais on parle du marché du cloud en France avec une étude de Marques. Absolument. Donc, c'est à l'occasion de la Cloud Week là, qui se tenait la semaine dernière. Donc, c'est le cabinet Marques qui a fait une présentation sur, en gros, l'état de développement du cloud. Donc, quelques chiffres pour donner, je dirais, un ordre de grandeur. En gros, l'ensemble des ventes de logiciels et de services autour du cloud est évalué par le cabinet à 6 milliards d'euros. Alors 6 milliards, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup? Il faut le rapporter à l'ensemble du marché des logiciels et services qui est évalué à 52 milliards pour l'année 2016. Donc en gros, on est de l'ordre entre 10 et 12%. Donc ça veut dire que c'est désormais significatif, mais c'est pas encore toute l'informatique. Bien entendu, le cloud se développe à un rythme beaucoup plus rapide que l'informatique traditionnelle. Donc là où l'informatique traditionnelle est peut-être à 2-3%,
Pour ce qui est du cloud, on est plutôt entre 15 et 20%, et ça va continuer dans les années à venir. Donc on comprend bien, évidemment, que le cloud va prendre de plus en plus d'importance. Ça, c'est le premier point. Et puis, le cloud est divisé traditionnellement en 3 grands segments de marché. Donc, il y a le IaaS, donc c'est en gros la vente de capacité de traitement ou de stockage. Il y a le PaaS, donc ça, c'est tout ce qui est environnement de développement. Et puis, il y a le SaaS. Donc, on le sait, le cloud a démarré avec le SaaS, donc en gros, dont l'emblème est Salesforce. Donc ça, c'est bien entendu ce qui représente le gros de la troupe, 60%. Le IaaS, donc c'est en gros c'est du compute, comme on dit en bon français, et du stockage. Ça s'est développé dans les dernières années parce que les infrastructures sont au point, et c'est passé de 5% en 2007 à près d'un tiers aujourd'hui, donc c'est très significatif. Et puis le troisième point, donc c'est le PaaS, c'est tout ce qui est environnement de développement qui prend le reste, qui est donc une assez petite partie, et on comprend bien que les ordres de grandeur vont sans doute changer un petit peu, mais le SaaS sera toujours devant. Après, le IaaS viendra ensuite, et puis donc, tout ce qui est environnement de développement, ça restera un peu plus marginal, très, très important en termes, je dirais, de contenu, de projet, mais en termes de chiffre d'affaires, un peu moins important. Donc là, c'est un état des lieux du marché qui était important à présenter, qui a été fait par Marques la semaine dernière. Donc ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, l'événement, c'est la conférence partenaire Microsoft qui se déroule cette année à Toronto. Et on sait qu'il y a souvent le lieu d'annonce, puisque évidemment l'écosystème Microsoft est un écosystème important, et c'est l'occasion pour Microsoft, avec ses partenaires, de faire un peu le point sur la stratégie et dévoiler un peu ce qui va arriver en 2016-2017. Absolument. Donc, et en plus, ça arrive toujours à un moment, ça arrive toujours juste avant la publication des résultats annuels, puisqu'on sait que Microsoft est décalé et a son exercice fiscal qui se termine fin juin. Donc, les résultats ne sont pas encore publiés à la conférence partenaire, mais il y a toujours, le patron de Microsoft dit toujours, les résultats seront bons. Évidemment, il ne peut pas dire, il ne peut pas donner d'informations parce que c'est avant la publication, mais on a la tendance. Donc la semaine prochaine, effectivement, c'est la conférence des partenaires. Vous l'avez rappelé, les partenaires, c'est très important Microsoft, parce que Microsoft est à 15% indirect, donc via le channel, donc c'est fondamental. Et donc ce qui est clair, c'est qu'on en a déjà un petit peu parlé avec les nominations, mais au-delà des nominations, il y a des réorganisations qui sont en cours, et donc on suivra avec beaucoup d'intérêt les annonces qui seront faites la semaine prochaine, sachant que quelques jours plus tard, il y aura la publication des résultats qui ne seront pas excellents, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on a déjà une grande tendance, puisqu'on a les 9 premiers mois, et sur les 9 premiers mois, il y a quand même eu une baisse significative, puisqu'on est passé de, alors sans rentrer dans les chiffres très précisément, mais on est passé de 71 milliards à 64 milliards sur 9 mois, donc c'est une baisse significative, et on reboucle sur le point précédent, c'est que Microsoft, comme tous les éditeurs, est obligé d'aller à marche forcée vers le cloud pour avoir une position importante, mais que la transposition n'est pas aussi facile à faire que ça en termes de revenus, pour 36 raisons, parce que quand on vend des licences, on a tout de suite un revenu immédiat. Quand on fait ça sous forme de location, voilà. Donc c'est bien pour l'utilisateur, c'est un peu plus dur à mettre en œuvre pour l'éditeur, donc beaucoup d'actualités à venir de la part de Microsoft. Et puis pour conclure cette émission, on pouvait évidemment ne pas parler de l'euro, et puis il y a un lien évident avec l'informatique, puisqu'on parle de Microsoft il y a quelques minutes. Microsoft avait parié que la France perdrait contre l'Allemagne. Effectivement. Et par contre, Goldman Sachs, lui, avait parié que la France gagnerait, donc finalement, moralité, il faut plus faire confiance aux banquiers qu'aux informaticiens, je ne sais pas. Alors, ils ont peut-être plus de moyens pour se payer de l'informatique de qualité, effectivement. Et, bon, pour Microsoft, ils avaient parié que, enfin, en tout cas, les logiciels d'analytique de Microsoft avaient déduit que le Portugal allait battre le Pays de Galles. Donc là, ils ne se sont pas trompés, mais enfin, ce n'était pas trop compliqué. En revanche, pour l'Allemagne, effectivement, à 52%, ils avaient parié l'Allemagne. Et donc là c'est un petit peu raté. Donc, on leur demandera de retravailler un petit peu leur logiciel d'analytique pour le prochain Euro, enfin, ou le prochain championnat du monde d'ailleurs.
Eh ben, merci Guy pour ce commentaire, merci pour cette analyse. On se retrouve donc la semaine prochaine, alors cette fois-ci ce sera en direct des USA. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À bientôt.